Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde, donc accompagner les adolescents dans la création sur un projet au long cours. Cette table ronde se fait dans le cadre des journées du management culturel de l'association Dauphine Culture, qui, comme vous le savez, est une rencontre annuelle. Et donc la thématique aujourd'hui tourne autour de la jeunesse et de la culture. Donc nous, on va se concentrer justement sur les actions à destination des adolescents, donc ce public, sur des projets au long cours. Donc pour ce faire là, on a avec nous donc Myriam de la Maison du Geste et de l'Image. On a Corentin et Hippolyte de Tumo. C'est Tumo tout court. Tumo des forums de l'image. Tumo Paris. Tumo Paris. Donc voilà. Donc ce que je propose tout de suite, c'est de taquer le vif du sujet et donc Myriam de présenter, pourquoi pas. Moi je suis Myriam Casson, donc je travaille ici où vous êtes. Un petit mot sur tous les espaces que vous allez rencontrer, traverser toute la journée sont d'habitude occupés par des classes entières d'élèves de la petite section à la terminale, parce que c'est le travail de la Maison du Geste et de l'Image au quotidien, de monter des projets avec des classes entières. Moi je suis Myriam Casson, je suis responsable du secteur théâtre ici. Et je vous parlerai un peu du fonctionnement des projets. Nous, on a comme axe les projets un peu à long terme, pas des projets one-shot. Donc je vous raconterai un peu comment ça fonctionne. Alors moi, je suis Eric Kamaldine de l'association Contrechamp. Donc c'est une association d'éducation à l'image et de programmation cinéma. On est basé dans le 78, mais notre champ d'action est large puisqu'on intervient sur la région parisienne. Ça nous arrive aussi de dépasser un peu la région parisienne, puisque le 78, la frontière, c'est la Normandie, donc ce qui apporte un côté assez verdoyant, nos actions. Pour ne pas dire que l'Île-de-France n'est pas verdoyante, bien sûr. Donc deux axes, programmation cinéma, où on propose des actions autour du cinéma, ciné-débat, ciné-plein air, ciné-rencontre, avec des masterclass autour de l'image et du son, et des arts visuels. Mais également un volet qui donc, sera concentré un peu plus là aujourd'hui pendant cette table ronde, éducation à l'image. Donc éducation à l'image principalement auprès d'un public, un jeune public, donc adolescents, moins adolescents, mais aussi un public adulte. Et voilà, notre champ d'action aujourd'hui sera autour des adolescents et je passe la parole à Hippolyte. Alors moi je suis Hippolyte, du coup enchanté, je travaille à Tumo Paris, donc à Châtelet, et c'est une école des arts numériques pour de 12 à 18 ans. Et dans cette école, je suis animateur. Et je vous présente Corentin. Donc bonjour, moi c'est Corentin, et donc je travaille aussi à Tumo avec Hippolyte. On n'a pas le même rôle, donc lui il est animateur et moi je suis formateur en jeux vidéo. Et donc en gros, pour expliquer, à Tumo il y a plusieurs spécialités, il y en a 8 en tout. Et donc moi je donne des cours pour en parler, donc c'est pendant un mois à peu près, c'est 5 fois 3 heures à la destination des jeunes entre 12 et 18 ans, et on donne, donc je donne des cours de programmation / jeux vidéo, voilà. Et on donne plusieurs types de cours, il y a ça, et aussi il y a une période un peu importante qui est, parce qu'en gros nos cours ils sont divisés en 3 niveaux. Et au dernier niveau, c'est un peu plus la finalité. Et là, on fait un projet, après on va en parler, en une semaine, en petit projet de groupe, et de 5 à 7 étudiants. Et en une semaine, on fait un projet de jeu. On fait un peu la balle de ping-pong, donc on revient à Myriam. Donc Myriam, est-ce que tu peux nous dire en fait comment est-ce que tu travailles justement sur des projets avec des adolescents? Donc, qu'est-ce qui motive justement la structure pour pouvoir intervenir auprès de ce type de public? Comment ça se fait? Comment est-ce que, au niveau budgétaire, ça se met en place? Quelles sont les relations avec les autres établissements? Et bien entendu, vous pouvez à tout moment nous poser des questions s'il y a des zones floues. Voilà. C'est ce qu'on s'est dit en préparant, en fait, qu'on n'allait pas faire un déroulé comme ça un peu formel, mais dès que vous avez envie ou besoin d'intervenir pour préciser, n'hésitez pas, ce sera un peu plus vivant. Pour du coup répondre un peu à ta question, il faut que je remonte à l'histoire de la MGI. C'est une association qui a 40 ans et qui, depuis sa première année, les statuts et ce qui la concerne, c'est de travailler avec des classes entières, en partenariat avec des enseignants qui, pour notre cas, sont toujours à la demande des projets
et qui ont le désir et les objectifs définis, on travaille avec eux, de faire des parcours artistiques avec leur classe entière, de la petite section de maternelle à la terminale. Donc on est sur des contraintes à la fois pédagogiques mais aussi de structure de l'éducation nationale, puisqu'on s'accorde au calendrier des enseignants, on évalue le profil avec les enseignants de la classe, de pourquoi ils veulent faire un projet théâtre. En ce qui me concerne, on est sur 3 champs artistiques aussi, la vidéo, sur notamment l'éducation à l'image, mais pas que, et la photographie, avec des projets un peu transversaux, son, écriture également. Mais pour les arts du spectacle vivant qui me concernent, je vais travailler dans un premier temps aux objectifs avec l'enseignant, savoir pourquoi il veut faire un projet théâtre, quel est le calendrier, je l'accompagne pour le budget. Mais notre spécificité, contrairement à vos structures, c'est de ne faire que des ateliers de pratique artistique en milieu scolaire. On n'est pas un lieu de programmation et de diffusion. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que toutes les salles que vous allez, cette salle-ci par exemple, est l'endroit d'ateliers d'écriture par exemple, ou de théâtre, ou de réfectoire pour le MIFI s'il passe la journée ici. Peut-être je ne garde pas la main tout de suite. D'accord, ouais. Peut-être Corentin Hippolyte, vous pouvez peut-être... Ouais, alors nous c'est complètement différent parce qu'en gros, nous les étudiants s'inscrivent directement à l'établissement, donc c'est vraiment les étudiants qui décident de venir. Et en fait, on a un format un peu particulier, c'est que on est divisé en 2 temps différents. Et le premier temps, c'est de l'auto-formation, donc c'est-à-dire que les étudiants viennent, donc c'est le TUMO, c'est aux formes des images d'ailleurs. Donc c'est la grande salle 90 là qui était avant la salle des collections. Et les étudiants viennent et font des exercices tout seuls. Il n'y a pas de cours à en parler. C'est à ce moment-là que les animes interviennent plus particulièrement parce que c'est du suivi au fur et à mesure de l'année pour les étudiants. Et le deuxième temps, c'est donc les périodes, ce qu'on appelle les périodes de lab, donc c'est les périodes d'atelier. Et donc en gros, les étudiants et étudiantes doivent faire des exercices et une fois qu'ils les ont validés, ils ont accès au cours. Et donc là, le cours, c'est donc moi ce que je fais, donc c'est du 5 fois 3 heures pour un projet. Donc là, ça va être des trucs très techniques, entre guillemets. C'est là on va aller plus en détail. Moi, je fais vraiment l'apprentissage de logiciels professionnels de création de jeux vidéo. Et en gros, on a 15 heures donc pour faire un petit projet. Une fois qu'ils ont fait ça et qu'ils l'ont validé, ils retournent en auto-formation, ils refont leur exercice. Et si ils revalident, ils peuvent accéder au cours de niveau 2 et ainsi de suite jusqu'au cours de niveau 3 où là c'est le truc un peu particulier, on fait en une semaine un truc un peu condensé quoi. Donc ouais, donc nous toute notre différence c'est qu'on n'est pas du... Ah, je vais pas dire pas du tout parce que techniquement on a quand même des trucs un peu liés à ça, mais majoritairement on fait pas du truc avec le scolaire. C'est pas des écoles qui viennent nous voir, c'est vraiment les étudiants d'eux-mêmes qui s'inscrivent. Étudiants, c'était le tranche d'âge 12-18. Ouais. Ensuite, l'école permet aussi également que si les jeunes se sentent bien intégrés à l'école TUMO, à partir des 18 ans, ils obtiennent le statut d'alumni, ce qui fait qu'ils peuvent venir quand bon leur semble. Voilà. Ils n'ont plus de présence obligatoire ou plus de suivi particulier. Avant 18 ans, nous, en tant qu'animateurs, on est là pour les suivre tout le long de leur parcours, leur cursus d'auto-formation. Pour plus de détails, quand on dit auto-formation, les domaines sur lesquels ils s'auto-forment, il y a 8 domaines. Corentin représente le jeu vidéo car c'est lui qui va former les jeunes, comme il l'a dit, de manière beaucoup plus précis, beaucoup plus concret, tout ce qui est programmation de jeux vidéo. Mais au sein de cette structure, les jeunes ont accès de manière égalitaire, je veux dire, au cinéma, à la modélisation, au dessin, au design graphique, à la modélisation 3D. Et animation, programmation, musique. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué d'avoir les 8 en même temps. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment 8 domaines qui sont tous reliés au numérique. Et donc du coup, ils ont un petit Chromebook où ils sont en parcours avec des cours, des vidéos YouTube, des cas pratiques du dessin pour le papier, stylet, tablette graphique. Et une fois qu'ils ont atteint les 3 modules de niveau 1, on va dire, ils peuvent accéder au cours de printemps de niveau 1, mais de jeux vidéo. Et c'est la même chose pour tous les domaines. Alors,
à la différence de la Maison du Geste et de TUMO, nous, on intervient à contre-champ sur le site, donc chez le commanditaire, on peut appeler le commanditaire. Donc on n'a pas de structure où on accueille en fait, les participants. Et nos projets, en fait, ils sont sur deux volets. Donc soit on propose donc, une activité avec un partenaire, donc une action culturelle, artistique, médiathèque, cinéma, et là le public vient donc de son plein gré, ou soit on intervient comme Myriam nous le disait, auprès des établissements scolaires. Donc dans les établissements scolaires, en fait, soit on travaille sur un projet de classe, d'établissement, ou soit on propose. On a un vivier d'intervenants artistiques, donc tous professionnels du cinéma et des arts visuels, et on va un petit peu justement tailler, travailler sur mesure les projets. Donc c'est des projets de création audiovisuelle qui rentrent dans le cadre des EAC. Vous savez tout ce que c'est les EAC. Donc s'il y en a qui ne le savent pas, n'hésitez pas à demander. Et donc par ce biais-là, on peut aussi avoir donc des financements qui peut se mettre en place, qui peut aider à mettre en place les actions au sein de ces structures. Et d'ailleurs, on vient tout de suite à la question du budget. Myriam, comment ça se passe à la Maison du Geste Oui. Comment ça se passe? On demande aux enseignants, alors par rapport à mes camarades, la particularité vraiment, j'y insiste, de la Maison du Geste et de l'image, c'est que nous, on n'a pas de programme et pas de programmation. Donc c'est une structure unique, on ne se la raconte pas en disant ça, c'est qu'en France aujourd'hui, il n'y a aucune autre structure qui ne fasse que ça, c'est-à-dire un accompagnement en milieu scolaire auprès des enseignants et des élèves. Donc on a une subvention de la ville de Paris pour le fonctionnement de l'association. On est 10 permanents, il y a ces espaces-là. Alors du coup je rebondis aussi, tous nos ateliers ne se passent pas exclusivement qu'ici, on n'a pas la place puisqu'il y a entre 150 et 200 projets par an, par secteur artistique. 5000 élèves à peu près qui traversent un peu nos espaces. Donc on a une subvention pour le fonctionnement de la structure et après pour chaque projet, puisque nous aussi, les ateliers sont menés par des artistes ou des comédiens, metteurs en scène, scénographes, plasticiens, photographes, réalisateurs en fonction des champs artistiques. Donc bien sûr on cherche le financement pour les payer sur des formats entre 10 heures, 20 heures ou 30 heures. Pareil, peut-être on parlera un peu de la fréquence et du calendrier dans un second temps. Donc là, nous, chaque responsable de secteur LAMJ accompagne les enseignants pour trouver des financements. On est aidé maintenant par le Pass Culture depuis 2 ans ou 3 pour les collèges et les lycées, puisque le Pass Culture, c'est une plateforme, une dotation en tout cas financière donnée aux collèges et aux lycées de toute la France en fonction du nombre d'élèves qui facilite les projets artistiques et culturels. Et pour les écoles maternelles et élémentaires, on aide les enseignants à construire des dossiers qui s'appellent les classes à projets artistiques et culturels, classes à PAC qu'on dépose auprès du rectorat. Donc en tout cas pour l'AMG, c'est aussi une partie avant d'être vraiment dans le déroulement des projets, construction du projet pédagogique et artistique. Il y a toute cette partie-là en amont avec l'enseignant qui est, puisque vous savez bien, en fait le budget va déterminer le nombre d'heures. Et donc nombre d'heures, calendrier, objectif, si on a un projet de 10 heures ou de 40 heures, c'est pas la même amplitude en tout cas, et le même développement de projet artistique avec la classe. Voilà, pour le financement. Pour le financement, peut-être chez TUMO. Alors nous on est tous spécialisés en éducation, pédagogique, côté pédagogique. Après c'est notre collègue Lisa qui parlera même de parler de ce... C'est payant pour les ados? Alors, non. C'est entièrement gratuit pour les étudiants, pour tout le monde. Niveau financement, grosso modo, ce qu'il y a, c'est qu'on est lié on est dans le forum des images. La structure, c'est le forum. Donc le forum, ça, il y a les subventions de la mairie de Paris, en grosse partie. Et après, on a des partenariats privés pour gérer tout ça, pour le budget. On a un partenariat avec Google, Salesforce, TikTok, d'autres, je sais plus. Donc ça permet de tenir donc ça finance à la fois et le forum et TUMO. On est la même structure, ça. Mais après, sinon, pour les étudiants, c'est entièrement gratuit et il n'y a pas besoin d'avoir de matériel ou ce genre de choses. C'est vraiment, vous arrivez les mains dans les poches et voilà.
La fréquence, s'ils s'inscrivent, c'est combien d'heures par semaine par exemple pour 3 un heures. ado? 3 heures par semaine. Donc, chaque ado a le choix de choisir son jour et Ouais. son créneau. Voilà. Sur combien de temps? Surtout. Les C'est-à-dire 3 heures, c'est toute l'année ou C'est Non. autant de temps qu'ils veulent D'accord. s'inscrire. Techniquement, ouais, il y en a qui peuvent venir et ils restent un mois, ça leur plaît pas et ils reviennent pas. Et après, on a des étudiants qui sont là depuis l'ouverture, donc ça fait quasiment 6 ans qui sont inscrits, quoi. Parce que du coup, il n'y a pas de durée. C'est pas comme l'école où on se dit on y va, on s'inscrit pendant 2 ans, 3 ans. Non, c'est là, c'est vraiment, vu que c'est l'auto-formation, c'est le jeune, l'enfant, l'adolescent qui choisit son propre rythme. Par contre, il ne peut pas, s'il a choisi le créneau du mardi, par exemple, de 17h30 à 20h30, il ne peut faire que le mardi 17h30, 20h30. Sauf cas exceptionnel, avec un mot ou un excuse ou une validation de la direction, il peut se reporter son créneau à un autre moment de la semaine. On n'a pas parlé d'ailleurs, mais c'est un truc, c'est des activités extrascolaires. C'est pas sur le temps scolaire. Mais vous avez des sélections, vous les sélectionnez Bah, En fait, il y a une sélection entre guillemets, parce qu'on a une liste d'attente, parce qu'on a trop d'étudiants qui s'inscrivent et on a une limite de places disponibles. Mais c'est pas une sélection pour en parler, quoi. Après, on fait juste, on va dire qu'il y a 2 files d'attente pour garçons et filles, parce qu'on essaie de faire ramener des filles pour avoir une parité au niveau des étudiants et étudiantes. Mais c'est tout. Et c'est combien de. Du coup, il y a la place limitée, ça représente combien de stagiaires ou d'étudiants ou En d'adolescents? tout, il y a genre 1200 étudiants. Il y a 1200 étudiants par semaine et Ah ouais. la plus grande salle peut accueillir 90 étudiants avec des Chromebooks. Ouais. Sachant que dans ceci, il y a aussi les labs. Les labs, ce sont les cours, on appelle les labs, ce sont des cours, des cours présentiels, les cours de grand temps. Et lorsqu'on la salle est en surcharge, en surjauge, vu qu'on est dans un cinéma, on a le droit de reprendre quelques salles de ciné, si elles sont disponibles. Et à côté de ça, il y a d'autres salles spécifiques pour d'autres labs. Donc il y a jeux vidéo, dessin, design graphique, etc. Et par rapport à vos 2 projets, que ce soit sur le scolaire ou le temps scolaire, quelle est la place de la validation ou notation, étant donné que vous avez peut-être des conditions, vous, dans un parcours scolaire d'accompagnement de l'enseignant qui vise à une valorisation finale. C'est toujours la demande quasiment des enseignants de mener une valorisation. Ils ne comprennent pas toujours que l'intérêt, c'est pas toujours la valorisation, c'est un autre sujet. Et donc vous, pareil, sur le temps scolaire, est-ce que comme c'est de l'auto-formation, il y a un système de validation, j'ai compris que vous alternez entre auto-formation lab, auto-formation lab, et du coup il y a une validation qui passe à quelle étape des acquis en fait? En gros, à chaque module, enfin à chaque exercice d'auto-formation que les étudiants font, ça va nous être envoyé à nous, formateurs, formatrices, on valide ou non, c'est ça. Et après, lorsqu'on est en période de cours, en période de lab, à la fin du lab, on valide ou non les acquis de connaissances, quoi. Et en gros, nous, notre but, c'est pas de faire des gens ultra calés et tout, donc on regarde, moi personnellement, je regarde juste est-ce que les critères ils sont remplis. Si c'est rempli, c'est validé, il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas une validation au sens un examen, c'est dans un parcours continu. C'est ça. On voit, ok. On n'a pas de diplôme ou genre de choses, quoi. Donc c'est vraiment. Nous, notre but, c'est juste que les étudiants ils aient de quoi faire leur propre projet plus tard, quoi. Et du coup, bien entendu, une fois qu'ils ont fait tout l'ensemble du parcours, ils ont un portfolio sur lequel ils peuvent se appuyer quand ils vont postuler sur d'autres écoles. Pour valoriser aussi le travail. Parce que du coup, à la fin du 3e cycle, ils ont vraiment de quoi faire de l'animation, des jeux vidéo, vraiment des bons jeux vidéo bien costauds, la programmation qui peut vraiment réaliser avec une première année de fac facilement. Vous avez des partenariats avec des écoles aussi qui diplômantes Pas pour le moment. Pas pour le moment, parce que j'ai entendu des rumeurs comme quoi il allait peut-être y avoir un partenariat justement avec une école. Mais non, on n'a pas de partenariat pour l'instant. Qu'est-ce qui vous lie avec Tumo Revan? Est-ce que vous êtes totalement autonome ou est-ce que vous travaillez avec eux? Alors, donc, en gros, Tumo, donc ça vient d'Erevan en Arménie. Ça s'est propagé. Nous, on est le premier centre international. Donc en gros, techniquement, nous, on est indépendant de Tumo Erevan parce que, en tant que personne, quoi, on n'est pas salarié de Tumo Erevan, on n'a pas de lien, on est salarié du forum des images. Par contre, Tumo Erevan donne les contenus. C'est-à-dire que tout ce qui est exercice d'auto-formation, c'est Yerevan qui les fournit, et ce qui est cours de lab aussi, c'est Yerevan qui les fournit.
Après, on a quand même réadapté des choses pour faire comme nous on voulait un peu, mais techniquement on est lié avec ça. Et après, on est lié aussi par la plateforme, là où ils font leurs exercices, qu'est-ce qu'ils leur proposent, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme exercice à la suite, quand est-ce qu'ils ont le relève et tout. Ça, c'est toute la infrastructure informatique, c'est Yarevan qui gère. Vous n'avez pas du tout de financement de... Non, justement, c'est plus... Non. C'est autonome. C'est même plus l'inverse, c'est que normalement les centres Tumo payent Yarevan la licence. Nous, comme on est le premier centre, on a un partenariat un peu particulier où je sais qu'on paye beaucoup moins que les autres. Tu peux rattraper ton temps de parole, Eric. Que dire après ça en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de voir un petit peu au cœur du sujet comment ça se passe financièrement dans une association, en tout cas en prenant l'exemple de Contrechamp. Donc en effet, comme le disait Myriam, c'est que il y a le Pass Culture qui permet cette dotation qui permet de mettre en place des actions entre un acteur culturel et également un établissement scolaire. Pardon. Mais parfois ça ne suffit pas. Il faut trouver donc des fonds. Alors en tant qu'association, on peut lever des fonds en demandant des subventions. Donc par exemple à Contrechamp, on demande des subventions de la région, donc la région Île-de-France, qui permettent de compléter un petit peu le coût de ce que peut coûter un projet de création au sein d'un établissement, et aussi le département. Et tout cela, en fait, ça aide justement à monter le projet. Ce que permet déjà largement le Pass Culture, puisque ces dotations sont importantes. Toutes les classes ne sont pas au courant, pas toutes les classes dans l'établissement ne sont pas au courant, donc du coup, ça laisse beaucoup plus d'argent pour un projet. Mais parfois, il n'y en a pas assez, donc il faut compléter. Et d'ailleurs, dans ces coûts-là, il n'y a pas que l'intervention qui coûte, il y a aussi les frais de structure et aussi les frais de coordination de gestion. Donc c'est tous des salariés aussi qui sont autour de l'intervenant artistique qu'il faut aussi rémunérer ou payer. Et également, ça vient aussi de sources pour valoriser un projet. On travaille aussi avec une structure culturelle. Donc c'est vrai que vous avez des structures, donc on peut avoir des images, des mise de gestes. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi de chercher un cinéma, une médiathèque, un auditorium. Et il faut aussi, parfois, il y a des partenariats qui sont payants. Les salles de cinéma donc, passent par le Pass Culture. Donc c'est aussi un billet pour pouvoir payer via une séance de cinéma à destination des jeunes. Donc c'est 2,50 par tête de jeunes quand ils rentrent dans un dispositif. Donc dans le cinéma et l'éducation à l'image, il y a ces dispositifs qui existent, donc collège au cinéma, lycéen et apprenti au cinéma, école au cinéma, et on peut faire rentrer dans ce dispositif-là le projet d'établissement. Donc voilà aussi des sources de financement pour pouvoir mettre en place donc des projets. Et là, on a parlé aussi de format, donc bien sûr, c'est un format qui est assez long dans les contenus. Est-ce qu'on peut dire peut-être un peu plus, on peut peut-être détailler qu'est-ce qui se passe en fait dans ces ateliers? Je ne sais pas qui veut commencer, à Tumo ou... Je reviens sur votre question sur l'évaluation, parce que, je mets juste au pot commun, on ne va pas résoudre cette question-là, mais sur ce gros volet éducation artistique et culturelle, la question de l'évaluation, on est tous à s'y cogner en permanence sur des choses qui sont quand même un petit peu compliquées. Pour notre part, en tout cas, moi je vais parler que des parcours théâtre, la demande des enseignants, elle va être au tout début pour faire travailler, engager sa classe et le collectif sur un projet qui est plus... c'est pas tangible, là. Le prof ne va pas noter ses élèves, l'artiste que je vais mettre sur ce projet-là, évidemment, ne va pas noter, mais en même temps, il ne va pas non plus noter comme un prof de conservatoire, parce que ce n'est pas notre travail. Donc, on ne va pas évaluer la qualité artistique, on n'est pas à former des élèves comédiens ou metteurs en scène ici. Donc, en fait, c'est assez compliqué pour nos métiers, en tout cas, de dire, voilà, cette évaluation, elle va être à cet endroit-là et cet endroit-là, parce que c'est plus sur des choses quand même diffuses, de comportement. Je ne mets pas de choses négatives, mais moi, un prof peut venir me voir parce que sa classe, l'ambiance de sa classe, la couleur de sa classe, les émotions de sa classe au mois de septembre sont absolument catastrophiques et il a l'intuition
qu'un projet collectif, du théâtre parce que ça engage le corps, la relation à l'autre, il faut savoir se situer en individu dans un groupe, et ben voilà, le prof a l'intuition que ça va bouger les choses et que les apprentissages scolaires, après, ça ira mieux. Et on n'est pas des magiciennes et des magiciens parce que le théâtre c'est que du travail en fait. Mais en vrai ça marche en fait, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, de déplacer les élèves, de les mettre ensemble dans un chœur à 25 ou 30 au plateau, avec comme consigne de s'écouter, de se répondre, il se passe des choses, c'est comme s'ils se reconnaissaient tout d'un coup. Voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup, je ne sais pas répondre plus précisément que ça sur la question de l'évaluation, mais en tout cas, nous, chaque projet, en tout cas en théâtre, va parce que moi je pense que s'il n'y a pas de public, de regard extérieur, alors il n'y a pas de théâtre. Donc on fait juste une séance ouverte à la fin. J'appelle pas ça spectacle, on n'appelle pas ça, mais ça prend la forme du parcours en fait. Ça peut être une séance dirigée, la dernière séance, où l'équipe de la MJI va assister, voilà, est conviée à cette dernière séance. Mais il peut y avoir aussi des formes un peu plus abouties, où là les familles sont conviées, d'autres classes par exemple. C'est-à-dire, là nous, notre quotidien, c'est pour chaque projet, voilà, c'est notre force, parce que en fait, moi j'ai pas d'autre chose à faire que ça, de construire non mais c'est vrai, un parcours spécifique à chaque demande d'enseignants et d'artistes et de classe. C'est mon quotidien, ouais. Et concrètement, comment ça se passe justement ces demandes d'enseignants? Est-ce qu'elles vous sont adressées donc à la maison du geste et de l'image? Est-ce qu'il y a un protocole justement pour, du coup, ça rejoint cette question. C'est ça, oui. Question, ouais. Nous, tout démarre ici pour la photo, le théâtre, la vidéo, par la demande d'un enseignant. C'est-à-dire ou à l'accueil de la MJI et après dirigé vers moi, Laurent ou Bruno. Et ça démarre toujours par un rendez-vous avec le responsable de secteur, où là c'est le rendez-vous que moi j'estime le plus important en fait, parce que c'est là où le cadre est posé, de quels sont les objectifs de l'enseignant. Pour un enseignant, s'embarquer dans un projet d'éducation artistique et culturelle, c'est une galère en fait. C'est-à-dire qu'il va, s'il est au collège ou au lycée, il doit négocier avec ses collègues des temps. En fait, donc déjà, qu'ils viennent là, tu dis, ouais, c'est super, mais pourquoi tu vas faire tout ça, quoi? Et voilà, petit à petit, on sent que c'est ou pour accompagner un bout de programme, parce que l'apprentissage, le prof a envie que ça passe un peu différemment. Peut-être, ça peut être pour des élèves primo-arrivants, UPE2A, de travailler la langue, par exemple, avec la cabine d'enregistrement, de lecture à voix haute, des choses comme ça. Parfois, c'est simplement parce qu'ils ont envie d'engager leur classe dans un projet théâtre de manière collective, et ça, c'est plutôt chouette. Ils savent, quand ils viennent ici, que la pratique, en tout cas, en théâtre ou en danse, elle est collective. C'est-à-dire que, je vous ai pas dit, mais bon, les élèves avec lesquels on travaille ne sont pas du tout volontaires. C'est le prof qui décide pour eux qui vont être engagés dans un parcours théâtre. Donc, alors à la fois ça peut être un inconvénient, mais en vrai ça ne l'est pas, parce que très vite c'est même plus une question. Ils sont embarqués. Mais quand je recrute les artistes, ça c'est une question super importante et une contrainte que je leur dis à chaque fois. Le nombre, le collectif, c'est-à-dire savoir gérer sur un plateau de théâtre 25 ou 30 élèves en même temps. Et puis le non-volontariat. C'est-à-dire que le fait qu'ils ne soient pas volontaires implique forcément le travail collectif, parce qu'on ne va pas faire passer 2 élèves avec 25 qui regardent, ça n'aurait juste aucun sens. Enfin, de mon point de vue, pardon. J'affirme pas en général de ce que je défends ici. Oui. Mais du coup, est-ce que vous adaptez le nombre d'intervenants au nombre d'élèves? Est-ce que 30 élèves pour un intervenant, c'est beaucoup? Vous mettez 2 personnes? Non, parce que c'est pas possible pour des questions de budget. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que si un prof me dit on peut faire un atelier de 40 heures en classe entière, je peux lui proposer est-ce qu'on fait 20 heures, c'est-à-dire avec, sur le même temps, mais avec 2 artistes. La plupart du temps, c'est un seul artiste pour une classe entière. Donc là, il y a par exemple la semaine prochaine un atelier qui démarre, un atelier de 10 heures, une journée et demie ici, dans la grande salle que vous verrez, avec une comédienne et 27 élèves. Ouais. Et vous faites le choix de passer par des professionnels, mais vous ne prenez pas des professionnels de la médiation? Non. Vous prenez des professionnels artistiques, alors que vous prenez des professionnels de la médiation, de l'animation, des formateurs, pas forcément des professionnels.
du jeu vidéo ou quoi que ce soit? Alors, pour répondre pour nous formateurs, formatrices, on est embauche, donc on est vraiment salarié du forum, et c'est notre principal. Mais de base, on vient du milieu dans lequel on est. Okay. J'étais pas prof avant de devenir prof ici. Et pour les animateurs, c'est exactement le même recrutement. C'est que tous les animateurs, vu qu'il y a 8 matières de Atumo et qu'il faut bien les connaître, la plupart, sur les 8 animateurs, la plupart sont issus de ces filières-là. Moi, ma spécialité, c'est le cinéma. Il y a une collègue qui est on a des collègues qui sont dans le dessin, dans le design graphique et dans la modélisation. Ce qui fait qu'on peut leur apporter vraiment aux étudiants une aide très personnalisée et beaucoup plus détaillée. Corentin, étant donné que c'est issu du milieu professionnel, lui, c'est vraiment le côté minutieux, nous on est vraiment côté bulldozer et puis ETP. Et eux, les formateurs sont vraiment dans le petit détail, Parce que ça peut être compliqué du matin. Moi, je viens du secteur cinéma aussi. Je travaille dans une salle de cinéma et nous, on fait appel à des intervenants. Et en fait, moi maintenant, je me rends compte que je privilégie des intervenants spécialisés dans la médiation beaucoup plus que des intervenants réalisateurs ou réalisatrices parce que la pédagogie n'y est pas. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a la pratique artistique, c'est indéniable. Mais en fait, s'il n'y a pas l'accompagnement derrière, en fait, le résultat va être très léché, etc. Mais on se rend compte que les élèves ont beaucoup moins participé, qu'ils n'étaient pas à la manœuvre dans la rédaction du scénario et dans la pratique. Donc en fait, le choix de recrutement de l'intervenant, professionnel ou pas, nous s'impose comme une vraie question, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, vous en théâtre... Ah si, c'est une vraie question ici, en tout cas à la MGI, parce que, du coup, le rôle de médiation, on va dire c'est moi qui le fais en fait. C'est-à-dire moi je suis entre chaque métier, je suis entre le prof, l'artiste et les élèves. Donc en fait c'est moi qui recrute les artistes. On n'a pas d'artistes permanents ici. C'est-à-dire je les recrute et parfois je me plante. Il y a des artistes. Alors moi je tiens à ce que les groupes d'élèves soient, non pas parce que les animateurs spécialisés font pas un bon travail du tout, rien à voir avec ça, mais moi je tiens et la maison tient à ce que les élèves soient au contact d'un artiste en création. D'un métier. Voilà, d'un métier, et dont voilà, un comédien qui a une création, en tout cas, dont c'est le métier de faire ça. Mais après, le choix, il est, je me trompe parfois. Voilà, j'ai fait de très mauvais choix, des artistes merveilleux, dont j'admirais vraiment le travail et la ligne. On s'était dans le rendez-vous, tout a l'air de coller, et puis voilà, je me plante et je fais un mauvais choix. Moi, c'est pas confortable pour moi, mais ça l'est totalement pour les artistes et les profs, que ce soit moi qui fasse ce choix-là. C'est-à-dire que du coup, je suis vraiment la troisième personne, tout à fait à l'écoute des uns, des unes et des autres, et je prends ma part dans cette histoire-là, y compris d'arrêter des projets si ça dysfonctionne. Mais dans votre construction de parcours, vous disiez que vous aviez un rendez-vous par exemple avec l'enseignant au départ. Est-ce qu'il y a un temps de rencontre, un moment entre l'artiste et l'enseignant? Ça, c'était le premier temps, c'est avec l'enseignant. Ensuite, je recrute un artiste, c'est-à-dire que ça match, je fais une association dans ma tête, en tout cas, parce que le prof va me dire un mot ou la classe va me faire penser à cette pratique-là en particulier. Et ensuite, on fait un deuxième rendez-vous avant que les élèves n'arrivent dans l'histoire. Je fais un rendez-vous avec l'artiste auquel j'ai pensé, l'enseignant et moi. Et là, on construit vraiment le projet. On sent très vite si ça va pas. Moi, après, c'est à ce moment-là où chacun prend sa responsabilité de dire non, ça va pas aller. C'est-à-dire que moi, je donne ça. Je prendrais la mienne d'arrêter le projet si ça n'allait pas. Moi, je demande aussi à tout le monde, parce que c'est pas grave en fait. Rien n'est grave du tout dans nos métiers. Ce qui est grave, c'est d'engager les élèves qui n'ont rien demandé dans un parcours chaotique. Voilà, ça c'est mon souci et ça c'est grave. Après que les adultes entre eux disent non mais je suis pas sûre, on va pas pouvoir travailler ensemble, c'est pas grave, on change. Et si je puis me permettre aussi, l'enseignant dans le cadre d'un projet scolaire est garant de sa classe, donc c'est lui qui gère le côté pédagogique, médiation. Absolument. Et l'artiste est là vraiment pour apporter son savoir-faire artistique en fait. Mais ça c'est un accord qui est précisé avec l'enseignant, qu'il a sa tenue de classe ou c'est tacite? Je me rends pas compte en fait de... moi dans ma structure c'est indispensable que l'enseignant participe aux ateliers, il va pas se boire un café ou corriger ses copies pendant l'atelier, ça c'est indispensable. Oui mais ça il y en a précisé, ah oui d'accord, donc vous êtes très clair sur le rôle de l'enseignant dans le parcours en fait. Ouais, je suis un peu dragonne. C'est indispensable parce qu'il peut y avoir... moi je travaille à l'Académie Fratellini et
je fais la même chose que Myriam, mais du côté du cirque. Et nous, on intervient ponctuellement sur des ateliers de 2 heures, 3 heures. Et c'est difficile. Voilà, on ne connaît pas la classe, on ne connaît pas le parcours personnel des élèves. Il peut y avoir n'importe quoi qui se soit joué dans l'heure d'avant, dans le jour d'avant. Déjà, ça implique nous, dans la relation artiste et prof, moi je fais en sorte que les choses soient dites aussi s'il y a des soucis dans la classe ou quoi, qui doivent ressurgir d'une manière ou d'une autre dans les ateliers. Et ça, c'est indispensable. Nos artistes sont là pour transmettre leur savoir-faire, pas pour faire de la pédagogie, ni de la punition, ni rien du tout, quoi. Ni d'évaluation. Ça doit aider de ne pas être en classe en fait, parce que comme vous avez un mouvement à l'extérieur, ça engage quand même l'enseignant, alors que quand on est intervenant en classe, on peut quand même assister à des démissions d'enseignants en se disant ma classe est gérée pendant 2 heures. Et je pense que votre mouvement, je sais pas si vous, pareil, sur le cirque, mais je pense que ça peut jouer, je pense que le mouvement est bénéfique dans la place du prof. Les séances n'ont rien à voir effectivement qu'elles soient au sein du lycée, au sein de l'établissement ou au sein de la structure. Donc en fait ça c'est pas mal pour vous, c'est un oui, point oui, important. Bien sûr. Surtout pour les élèves. Pour les élèves, c'est ça. Le déplacement, il est pas que géographique, il est la aussi gestion dans de la classe. tête. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les repères et le rôle et la place de chacune et chacun qu'ils ont au collège ou au lycée. Et nous, pour petite précision, nous on a des process tout simplement pour bien gérer ce cas de figure. C'est que même avec 1200 élèves, on a réalisé déjà parce que du coup on a des outils entre guillemets pour notifier tous les comportements, tous les petits couacs ou les petits hicks. Corentin, il peut nous faire remonter par rapport aux résultats des élèves, comme quoi quand il constate qu'il y a des modules qui ne sont pas remplis ou qu'il y a des manquements d'assiduité. Donc du coup il y a tout ça qui s'enclenche et après on peut faire des ateliers un peu plus spécifiques, des activités extra, souvent c'est l'animateur avec les étudiants pour reformer un peu le groupe, ou d'autres types de rendez-vous individuels. Ensuite, on a aussi un manager qui est là, qui récupère toutes les informations, qui donne aussi des rendez-vous avec les parents, qui après il retransmet à la direction et du coup plusieurs rendez-vous. Donc il y a un suivi très personnalisé. Exactement. En fait, à Tumo, c'est l'étudiant est vraiment au cœur de notre attention. Vous avez combien d'étudiants par animateur du coup? Il y a la personne d'animation. Vous avez combien d'étudiants? On a une quinzaine d'étudiants par créneau. Ah oui, 15 par animateur. On est 11 animateurs. Ok. Mais comme c'est sur de l'auto-formation, c'est pas une obligation de présence. On peut se retrouver avec des créneaux avec seulement 3 adolescents ou 7 ou voilà. 15 c'est vraiment au maximum quand tout le monde arrive. Là c'est quand on parle quand on est à ce niveau-là, on parle de surjauge et du coup il y a un autre process qui se remet en place. Et puis en plus, sur les 15 étudiants, il peut y en avoir plein qui sont en lab justement en parallèle. Et donc ça fait qu'en auto-formation, au final il y a moins d'étudiants par anime à ce moment-là. Du coup c'est un luxe de suivi qui est énorme. Ouais. Par rapport justement à un prof 40, c'est pas du tout le même. Ouais. Et c'est ça. Et après, on en parlera un peu plus tard, mais du coup, on les aide à les orienter avec un dispositif qui est le DVP pour justement les orienter au mieux sur leurs décisions post-bac. Donc vraiment, l'étudiant, l'enfant, c'est notre priorité. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment qu'il s'éclate à Tumo et que tout dans un environnement contrôlé, maîtrisé et sécurisé en tant que physique et moral pour l'étudiant aussi. De la même manière que je pense notamment à toutes les pratiques des cultures numériques, jeux vidéo en particulier, est-ce que vous travaillez sur le comportement et peut-être une sorte de responsabilité vis-à-vis aussi pour sécuriser aussi les adolescents par rapport aux jeux vidéo et tout ce qui peut être lié justement à peut-être des difficultés rencontrées justement dans différents domaines. C'est de protéger en fait l'adolescent d'un monde qui peut éventuellement l'affecter. Quelque chose sur lequel vous travaillez ou pas? Alors oui et non, après tout ce qui va être addiction aux jeux vidéo ou ce genre de choses, personnellement on ne fait pas trop de trucs là-dessus. Nous on va plus on va plus travailler notamment depuis quelques temps par exemple sur l'un des problèmes qu'on a dans le jeu vidéo dans le monde entier, c'est que c'est un milieu qui est extrêmement sexiste, qui est très raciste aussi, très homophobe, très transphobe et tout.
un plaisir le jeu vidéo. Dans le milieu de l'industrie en tout cas, c'est un gros problème. Et donc notamment depuis quelques temps à Tumon, on essaye de favoriser notamment l'insertion des filles dans le milieu du jeu vidéo et on travaille là-dessus. On a fait le premier truc à vraiment déclencher ça, c'était le travail d'une animatrice qui a proposé l'année dernière de faire donc les derniers niveaux, là, les niveaux 3 qu'on a en jeu vidéo, où c'est vraiment la création d'un projet en une semaine, de faire un lab en non-mixité choisie. Donc on avait donc en gros c'était tout ce qui était mec 6, on ne prenait pas. Et donc on avait que des filles ou des personnes trans dans notre groupe pour être un peu le truc de déclenchement de regardez, vous pouvez aussi venir faire du jeu vidéo. Parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de filles qui, pas volontairement, mais qui s'empêchaient d'aller jusqu'au niveau 3. Qui pensaient ne pas avoir le niveau pour le faire. Alors que c'est des personnes qui attendaient peut-être depuis 2 ans pour pouvoir faire le niveau 3, qui avaient largement les compétences, mais que des mecs arrivaient et prenaient la place dès qu'ils pouvaient et qu'elles se mettaient en retrait, quoi. Donc on a fait ça l'année dernière, en espérant avoir le faire qu'une seule fois et que ça allait débloquer, et ça a un peu débloqué, puisque cette année, naturellement, on a eu plus de filles que de garçons inscrits en niveau 3. Donc c'est un des trucs sur lesquels on travaille là-dessus. Et Tumo, c'est vraiment très inclusif. Donc il y a là-dessus. En tant qu'animateur et coach sur les pédagogiques, on va dire comme ça, on va parler ça comme ça, on est vraiment très attentif sur le côté respect, le côté on accepte tout le monde et peu importe le genre, sa religion, son sexe, quoi que ce soit. On est vraiment là pour repérer les déviances et dire bah non là tu dépasses les limites et tout, et du coup on fait rendez-vous, là c'est directement avec les parents et on s'occupe d'abord le jeune en question, ou la jeune, et après si on voit qu'il y a toujours récidive, excusez-moi, on convoque les parents tout simplement. Donc là-dessus on est vraiment très vigilant là-dessus, c'est une des premières règles, sa première règle pour l'instant pendant la réunion d'intégration, c'est vraiment l'inclusivité et le respect de tout là-dessus. Et si on n'est pas d'accord, on trouve toujours les moyens justement pour trouver des solutions. Donc là-dessus. Et après pour tout ce qui est par rapport à la sécurité des enfants sur les réseaux, il faut savoir que c'est un réseau fermé entre guillemets Tumo, donc ça veut dire que les élèves ne peuvent pas se connecter en dehors de la salle 90. Il faut qu'ils soient au sein du forum pour qu'ils puissent se connecter. Les parents n'ont pas accès à leurs travaux, parce que du coup l'expression peut changer si on sait que nos parents ont un droit de regard dessus. Donc du coup c'est vraiment, les enfants sont vraiment sous notre responsabilité, sous notre bienveillance entre nous. C'est comme ça qu'on peut les protéger. Et comme il y a le cinéma, le jeu vidéo, l'animation, c'est des activités, et de la musique, des activités qui travaillent avec l'IA. Donc inconsciemment on éveille un peu le côté des adolescents. On ne peut pas croire forcément tout ce qu'on voit via la télé, via les réseaux, ils prennent conscience que du coup c'est eux-mêmes qui créent les IA. On avait un master lab sur les IA les vacances précédentes, et là c'était les enfants qui créaient leur propre image, leur propre mini-série, fiction, et du coup ils prennent conscience eux-mêmes qu'ils ont pu faire des choses que en fait ça c'est la même chose que mon youtubeur préféré, puis voilà, tu vois, fais attention quand tu vois là-dessus, ils prennent plus en conscience. C'est comme ça, c'est par la pédagogie qu'on a. Donc il n'y a pas de travail, ils n'ont pas de mot de passe à distance, ils sont obligés d'être sur place pour bénéficier du matériel et des computers. C'est ça. Ouais, notre but c'est que ça soit de toute façon un truc très inclusif, donc le but c'est que tu n'aies pas de matériel justement. Oui, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un ordinateur de ouf chez toi pour pouvoir faire ton école. Si tu viens et tu viens faire c'est sur place. Et à Contrechamp, comment ça se passe, le point de départ? Alors le point de départ, comme toi du coup, donc il y a une rencontre avec l'établissement et là on va commencer à construire le projet, et en deuxième partie en effet il y a l'intervenant. Donc je rebondis sur les choses que tu as vues avec Juliette justement, les intervenants qui est recrutés en effet dans les actions éducatives de Contrechamp, sont des intervenants qui ont aussi la casquette éducation à l'image. Ça c'est très important, puisque en effet si on prend un artiste, un professionnel, il n'a pas forcément cette fibre, ce qui est pas mal, mais c'est pas non plus sa place, et qui comprennent aussi qu'on est aussi dans une continuité pédagogique et que c'est pas quelque chose de récréatif. Il y a quand même une valorisation du projet, mais aussi chez les jeunes une prise de conscience. Parce qu'on n'est pas sans savoir aujourd'hui que l'image, on est
on est baigné par l'image, mais on ne sait plus vraiment comment ça fonctionne, on ne sait plus comment ça marche. Le but, c'est de montrer aussi comment ça marche. Alors, par exemple, je vais vous donner des exemples plus concrets. On a des exercices qui s'appellent faux reportages, des faux reportages. Donc, on va inventer une histoire fausse et on va le tourner comme si c'était un reportage, un vrai. Donc, ça s'appelle, on travaille sur les fake news, justement, quand on lit cet atelier. Et par ailleurs, ça donne aussi une réflexion chez le jeune. Je dis, je vais raconter une histoire, je raconte n'importe quoi. Et on met en parallèle aussi avec les informations. Parce que c'est vrai que quand on aime la télévision, une information qui arrive, il n'y a pas de filtre entre le spectateur et la télévision. Donc, quelque part, l'atelier fake news permet cette réflexion-là. D'autre part, on fait aussi des ateliers un peu plus sur la société. Par exemple, les valeurs olapisme et les femmes. On l'a fait dans un lycée. Donc, comment manier une caméra et comment montrer aussi cette thématique à travers l'image. Alors, on a remarqué qu'on est beaucoup dans une génération de tablettes et smartphones. On le voit tout simplement, très naturellement, à la façon de filmer. Donc, c'est vrai qu'on prend le parti pris aussi de filmer avec les smartphones. On fait des ateliers smartphones parce que ça nous permet aussi de leur expliquer comment fonctionne une image. Et en fait, la première chose, le premier réflexe, c'est qu'ils ne prennent pas le smartphone de façon horizontale, mais de façon verticale. Et on le voit tout de suite à la prise de vue. On se dit, voilà, là, on peut montrer des choses, mais on ne peut pas non plus montrer tout. On est limité par ce format-là, donc de captation. Donc on commence à leur expliquer ce que c'est une image, comment lire une image, comment la comprendre. Donc on analyse des images aussi. Et on fait aussi des ateliers de programmation aussi pour susciter la critique. Pourquoi j'aime pas. Il faut aller au-delà de j'aime ou j'aime pas. Donc des ateliers de programmation. Là par exemple, depuis l'année dernière, donc c'est la deuxième année consécutive, on monte avec des lycéens donc un projet annuel autour des génocides et des crimes de guerre. Donc ils regardent des extraits de films sur cette thématique, la liste de Schindler. Donc on prend tous les génocides qu'il y a eu. Donc on voyage un petit peu dans le monde. Et à la fin, donc on valorise le projet avec un fascicule qu'ils font et qui présente aussi pourquoi ils ont choisi tel extrait. Et ça rapproche aussi avec le programme d'histoire. C'est pour ça qu'on parlait de point de vue chez l'intervenant pédagogique, sans faire il faut faire de la pédagogie forcément, mais on sort aussi un peu du milieu formel pour le raccrocher au cours, puisque c'est des terminales, donc c'est dans le cours d'histoire. Comment c'est travaillé avec l'enseignant, ça, du coup? Alors, relation intervenant-enseignant. Alors, justement, il est convié. Alors, quand c'est comme ça, donc on le convie tout de suite et on voit comment est-ce qu'on peut travailler. Donc, l'intervenant, c'est pas n'importe quel intervenant aussi, c'est un intervenant qui fait de la recherche. Donc, l'intervenant en particulier dans cet atelier, c'est un doctorant. Donc voilà, qui a l'habitude de donner des cours à l'université, donc qui peut aussi aménager. C'est un point sensible, et d'ailleurs on a fait c'est intéressant, ça rentre aussi dans les ateliers. On a un peu commis une erreur, c'est qu'on a voulu inclure la ville dans la communication. Et au fait, dans le journal de la ville, il y a eu le titre qui était vraiment faussé sur génocide contre l'humanité. Une professeure qui n'a rien à voir avec l'établissement a lu ça et est retombée sur la mairie en disant que c'est inadmissible de se tromper sur des termes. Donc il y avait le génocide rwandais, des génocides. Donc en plus, là, on est en pleine période de ces questions-là. Et donc voilà, aussi comment communiquer autour du projet. Donc c'est pas forcément l'intervenant, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour qu'on veut communiquer avec les personnes autour du projet. Moi j'ai une petite question que je peux poser, c'est quel prof de quelle matière vient vous voir pour le genre de choses? En général, c'est français, histoire, géo. Ok. En général, c'est Pas mal EPS. Je sais pas si on dit toujours EPS. On dit toujours EPS. C'est ça? Le sport? Merci, C'est les profs de sport? Comment? C'est les profs de sport? Ouais, certainement. Ok. Et c'est vrai parce que par exemple, dans un projet Pacte, autour dans ces cinémas qu'on mène chaque année, c'est un professeur de sport qui initie la demande, enfin le projet Acte du coup. Et voilà, c'est ça. Voilà. Donc on fait un ciné-débat autour de Billy Elliot et on échange. Et c'est un prof de sport qui vient nous voir. Donc, en effet, c'est pas toujours des profs de français d'histoire géo, c'est vrai. Comment vous procédez au recrutement des artistes ou des intervenants et intervenantes, par exemple à la MGI? Est-ce que c'est parce que vous allez à la rencontre d'artistes en voyant des spectacles ou est-ce que vous êtes sollicité directement par des artistes? Alors pour ma part, les deux. Il y a des artistes dont je découvre le travail et je
je vais les voir à la fin comme une petite fan en disant oh, j'aimerais bien travailler avec vous. Bon, voilà. Et puis je reçois beaucoup de demandes. Ouais. Donc en fait je reçois tout le monde parce que j'ai besoin de voir les gens en vrai. Et voilà, après c'est tout à fait subjectif. Et vous les payez en cachet d'intermittence? Non, pas du tout. Ok. On est une structure de formation. D'accord. Donc c'est depuis le protocole, je crois, de 2001, il me semble. En tout cas, dans le cadre de l'intermittence, les ateliers, en tout cas, sont compris dans les heures de formation. Nous, on fait un pas de côté, c'est-à-dire que comme la plupart des artistes avec lesquels je travaille sont en compagnie, ils font des factures. D'accord, facturation. Voilà, donc voilà, c'est bien un peu des prestataires, mais c'est-à-dire comme ça, tout le monde est à peu près dans les clous et ça ne les précarise pas davantage, en tout cas les artistes. Là, j'aurais une question. Je suis désolée, je parle beaucoup. Franchement, faut pas hésiter. J'espère que je ne vous prive pas de parole. Moi, j'avais une question sur les termes parce que c'est rigolo de voir les termes que vous employez. Le terme étudiant pour des 18, le fait de parler déjà d'alumni après 18 ans et le fait de parler d'encadrant, d'animateur. Vous essayez vraiment de sortir du vocabulaire scolaire. On dirait, enfin en tout cas dans la pratique avec la notion de coach ou des choses comme ça. Est-ce que c'est volontaire pour matérialiser le hors-temps scolaire avec eux? Parce que moi je sens que parfois même sur des projets hors-temps scolaire, j'ai le élève qui peut partir très vite. Donc est-ce que vous c'est une attention très particulière au choix des mots dans l'accompagnement pédagogique avec eux? Et vous pareil, est-ce que vous reconfigurez le vocabulaire peut-être quand vous êtes ici où c'est pas les conditions de la classe, c'est pas les règles du jeu de la classe, où en fait on n'a pas besoin de lever la main quand on parle, enfin voilà, est-ce qu'il y a des règles qui sortent du cadre scolaire parce que c'est dans vos lieux respectifs? TUMO est une école, enfin, voilà, elle est considérée comme une école en tant que telle, mais on ne délivre pas de diplôme, c'est la grosse différence. Cependant, quand on vous parle, ça c'est juste à titre personnel au final, je peux parler d'un étudiant, un élève, et quoi, enfin, en fait, le fait qu'il n'y a pas de diplôme, on ne peut pas vraiment dire étudiant, mais quelque part ils sont comme étudiants parce qu'ils viennent pour apprendre. Et en échange de leur temps de présence et de leur temps de concentration, Corentin et nous-mêmes, on leur fait partager notre savoir, notre passion et notre expertise. Donc pour cela, c'est comme un professeur, l'étudiant, cet échange qu'on a habituel. Et comme c'est une école qui est pas du tout comme une école étatique, entre guillemets, genre trimestrielle avec un bulletin, plus remise de diplôme, bah, c'est comme une sorte de ersatz qu'on ne sait pas réellement ce que pour le moment. Parce que c'est pas une école qui est diffusée, donc du coup, ce sont des jeunes, effectivement, car ils ont 12 et 14 ans, adolescents, parce qu'on a de 16 à 18 ans, étudiants, par rapport à ce que je viens de vous dire, du côté, parce que du coup il y a aussi des master labs, donc il y a aussi des mini-conférences qui sont faites sur les master labs sont des mini-conférences avec des professionnels qui facturent leur temps de présence pendant un laps de temps. C'est bénévole. Autant pour des bénévoles. Et étudiants, jeunesse, étudiants, élèves, parce que c'est une école. Donc, mais par exemple, dans la posture, est-ce qu'ils vous tutoient? Est-ce que vous n'avez pas le par vous? Bah voilà. Ça m'insupporte quand vous. Donc en fait, déjà dans la posture, ils vous appellent par vos prénoms, ils vous tutoient. En fait, c'est que c'est vraiment un truc d'habitude, quoi. C'est qu'on fait ça depuis le début, donc ça n'a jamais été vraiment mis en question. Mais je sais que, apparemment, j'ai déjà donné des cours, notamment pour des écoles avec un peu dans le même genre, quoi, pour vous. J'avais fait ça et je sais qu'une prof avait été choquée aussi du fait que je parle d'étudiants. Parce que genre non, c'est des élèves, c'est pas des étudiants. Genre, et moi, de mon point de vue, je vois pas la différence. Mais je crois ok. Mais ouais, on a chaque milieu, je crois, sa terminologie. Ouais. Moi je dis élèves parce qu'en vrai ils sont élèves et que moi, enfin, que personne se bidonne, quoi. Moi je monte des projets avec des enseignants dans ces métiers, avec des artistes dans ces métiers et avec des élèves qui là dans ce cadre-là sont toujours élèves. Ce que nous on essaie de travailler, c'est que ce soit pas juste des élèves mais des individus en fait. Voilà. Mais ça c'est juste de la théorie. Sur la question du tutoiement et tout ça, les artistes laissent le choix, tout est possible. Demandent toujours aux élèves s'ils peuvent les tutoyer ou pas. C'est-à-dire qu'on s'accorde au tout début sur... mais en tout cas pour l'enseignant, le cadre de l'atelier, les règles ne changent pas. C'est-à-dire que les élèves ne se mettent pas à tutoyer ou à appeler leur prof dans le cadre de l'atelier. Pas du tout, jamais. On demande en fait. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à les appeler par leur prénom et à les tutoyer.
Voilà, c'est un réflexe que j'ai, mais je leur demande si c'est possible et la réciproque est valable aussi, quoi. Ils m'appellent pas madame, pourquoi sinon je les vois. Mais il y a en fait ouais, ça. Et pour continuer aussi, j'ai envie de penser, mais on a aussi pas mal d'étudiants et étudiantes à Tumo qui sont notamment des étudiants qui sont en décrochage scolaire ou ce genre de choses, on a des étudiants en phobie scolaire. Donc aussi c'est bien d'avoir un autre truc qui change pour pas qu'on remette les mêmes fonctionnements qui peuvent un petit peu supporter quoi. De mon point de vue, je me dis que c'est préscolaires, je me dis qu'ils ont déjà passé toute leur journée à l'école. Ouais. Si en plus on leur remettre un cadre sur un temps qui est juste optionnel, parce que c'est quand même de l'envie, non, et puis voilà, qu'on est vraiment, même si on a une quinzaine d'étudiants à charge chaque créneau, ça paraît peut-être énorme, mais au final on les connaît tous par cœur, au final, parce qu'ils se confient à nous, donc pour réduire cette distance et avoir vraiment le projet de proximité, on baisse les barrières, quoi, tout simplement. Il y a aussi cette question, je pense qu'on serait d'horizontalité. Je pense que c'est très important quand on veut transmettre. Et c'est plus facile, c'est plus fluide. Bien sûr, je crois que ce mot-là, il faut l'emballer avec le mot respect. Hein. Mais l'horizontalité, c'est vraiment quelque chose. Et si on est un peu sur cette phrase d'accompagnement des ados sur une création, est-ce que vous êtes aussi sollicité parfois par un ou une enseignante, mais dont le projet initial viendrait d'une demande des ados, ou alors qui est vraiment co-construit avec les ados sur les objectifs, sur les attendus, le déroulement, etc. etc. Est-ce que ça... Ouais, moi c'est un peu une utopie pour moi. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup en fait. Mais voilà, certains enseignants avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, c'est-à-dire qu'on a aussi une habitude de travail et de relation. Chaque fois, on essaie d'associer les élèves à l'amont de ça. C'est compliqué parce que les élèves, et je les comprends, c'est-à-dire que là, on revient aussi à la terminologie, ils sont élèves dans ce cadre-là. Donc en fait, voilà, c'est pas à eux de faire ça, enfin, dans leur tête. Après, en fait, sur les projets théâtre, je vais pas parler pour mes camarades de vidéo ou de photo, mais c'est vraiment la même, c'est-à-dire que les projets théâtre, en fait, un parcours qu'on a imaginé entre adultes, avec l'enseignant, l'artiste et moi, dès la première séance et la première rencontre avec le groupe classe, peut aller tout à fait ailleurs. En fait. Moi, c'est ce que je demande aussi aux artistes avec lesquels je travaille, d'avoir cette réactivité-là. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans la démagogie totale, en fait, parce qu'on a un parcours et on a un cadre à poser. Mais une thématique qu'on aurait choisie, un bout de texte et tout ça, si c'est tout à fait à côté de la plaque, ben, il faut aller chercher ailleurs. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là dès que le projet démarre et l'atelier démarre, que les élèves sont au centre, parce que c'est tout se concentre vers eux et vers elles. Ah bah il y a de l'impro. Oui, Ouais, totalement. Obligé. Toi aussi peut-être. Bah, en effet, c'est pareil, c'est l'adhésion des élèves en fait, ou des participants au projet, plus que le sens inverse où il y a une demande de l'élève vers le professeur pour dire on voudrait un projet et le professeur nous contacte. C'est plus vraiment les élèves. Moi, c'était une parenthèse. Je trouve que c'est ce qui fait l'intérêt. Comme moi, je travaille dans l'action culturelle et sociale et je trouve que c'est ce qui fait l'intérêt de nos métiers. C'est ce que j'appelle l'épreuve du réel, justement. Exactement. Et une fois, j'ai assisté à une conférence, il y avait un sociologue et lui, il appelait ça le malentendu productif. C'est-à-dire, et je trouve ça super. Ouais. C'est ce qui est magique. Alors, des fois, je dirais aux dépens des organisateurs, ou parce que ça peut partir. Alors, des fois, là où on ne l'a pas attendu, et c'est super, et puis des fois, c'est pas super du tout. Et, oui, mais pas grave, en fait, faut qu'on... On essaye, on va. Je suis d'accord. Il y a toujours une phase d'improvisation. Moi, je le vois quand je donne mes cours, j'ai ma structure de cours en tête et mon objectif qui est là. Et mon but, c'est d'aller plus loin et on verra où est-ce qu'on va, quoi. Et après, ça marche. Et par contre, j'avais donné un cours pendant une semaine dans une école, et vraiment, dans un collège, en classe de 3e, je crois, de souvenir. Et c'est la première fois que je faisais ça et on m'avait dit, vois pas trop loin, fais un truc tranquille, ça va prendre non, c'était moins d'une semaine, je sais plus comment c'était.
fais pas trop de choses sinon ça va être compliqué. Et en littéralement une matinée, j'avais fait tout l'intégralité de ce que j'avais prévu. Et genre bon, en fait ça va beaucoup trop vite. Et après c'était une semaine de full improvisation et on a fait des trucs trop cool quoi. Et c'est ça qui est marrant, c'est d'avoir juste une vague idée de ce qu'on va faire et après tu vois jusqu'où tu peux aller quoi. Bah oui. C'est la magie de la création. Ouais. Ouais. Faut toujours se méfier des gens qui disent avec les gosses, Ouais. comme ci ou comme ça. Faut jamais parler à la place. Est-ce que justement vous avez une sorte des dispositifs d'accompagnement aussi des enseignants ou quoi sur la mise en place de projets parce que moi je dirige une compagnie de théâtre par exemple et je suis aussi sollicité par des enseignants ou des enseignantes mais qui en fait ne savent ni ce qu'ils veulent faire ni pourquoi ou alors le pourquoi c'est justement je tiens pas ma classe ou d'autres raisons sous-jacentes qui ne sont pas clairement exprimées, mais où effectivement, en fait... Ou je veux faire un spectacle. Ou je veux faire un petit spectacle avec des scènes. Mais et il y en a aussi des super et des très impliqués, la majorité du temps. Mais j'interviens beaucoup en milieu rural et en ruralité, on est beaucoup confronté à cette question d'enseignants qui ne savent pas comment ça se passe et qui du coup même parfois mettent des freins. Alors c'est vrai que c'est nécessaire qu'ils soient là pour la pédagogie et l'encadrement, mais qui parfois confondent le contexte de classe et le contexte de création, justement. Et où il faudrait qu'il y ait une sorte de... Et où les artistes se retrouvent à gérer l'enseignant plutôt que gérer la classe. Ça nous arrive vraiment. Ça arrive. Après, les dispositifs d'accompagnement, je sais que le rectorat à Paris fait des formations pour les enseignants qui ont envie de monter des projets culturels. L'Académie Créteil aussi. Et quoi tu dis? L'Académie Créteil aussi fait des formations. Après, c'est des formations généralistes qui sont ouvertes à tous les enseignants, donc ça c'est super parce que du coup il n'y a pas de différence entre les profs de maths, de PS, d'histoire géo qui souhaiteraient faire un projet artistique. Après, la difficulté, c'est il y a plusieurs questions, comme le disait Myriam tout à l'heure. Il y a la question de savoir, d'avoir ce désir-là déjà, de le formaliser, de prendre, de se diriger, de savoir vers qui se diriger et pourquoi, donc vers la MJI, vers une structure culturelle ou une compagnie de théâtre, effectivement. Parfois avec beaucoup de maladresse, mais ça dépend effectivement quelles sont les intentions. Après, la question du financement, comment est-ce qu'on monte un projet, de faire ça sur son temps personnel et pas sur son temps de travail. Enfin, c'est vrai que du point de vue des porteurs de projets enseignants, il y a énormément d'étapes en fait, et d'inconnus. Et ouais, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et pour répondre à votre question, à part le temps, c'est-à-dire que si dans votre compagnie par exemple il n'y a pas de personne dédiée sur la médiation, c'est du temps que vous devez prendre. Enfin, on connaît l'état des compagnies artistiques aujourd'hui. Moi je ne crois qu'au temps et à la discussion en fait et au cadre qui est posé, en tout cas sur lequel les adultes on s'accorde en tout cas, sur le cadre qui est posé du fonctionnement des uns et des autres. C'est-à-dire que nous sur le temps de l'atelier artistique, c'est l'artiste évidemment qui mène le projet. Ça ne veut pas dire qu'en amont, il n'a pas travaillé en partenariat avec l'enseignant. Mais après, il n'y a pas le prof ne va pas dire non mais là je suis pas sûre, tu devrais plutôt faire ça. Enfin, c'est juste, il y a 35 gamins à tenir, on garde ça pour après. Et ça, je pense que c'est plus des réflexes, j'en sais rien, des habitudes de travail professionnelles à donner aux profs. Et s'il faut être hyper pédagogique, voire didactique en amont, il faut le faire en fait. Enfin, je crois qu'autant moi, mais je ne suis pas certaine que dans les compagnies, le temps vous l'ayez quoi. Après moi, une des choses que j'ai eu l'occasion de mettre en place, ce qui me paraît important pour les enseignants, c'est qu'ils sont dans la même posture que vont être leurs élèves en fait. Et à partir du moment où ils sont dans l'encadrement dans la posture d'apprenant, d'élève en tout cas, de mettre en place un projet, de se mettre en avant, d'engager son corps, d'engager sa parole aussi, fait qu'ils rétropédalent un petit peu sur les intentions qu'ils portent pour leurs élèves. Et ils revoient un peu leur copie aussi, sans faire de jeu de mots, sur les objectifs qu'ils veulent atteindre avec un projet comme celui-ci. Et moi je sais que parfois, j'ai eu l'occasion de monter à la fois des projets théâtre, danse et la cirque. L'engagement du corps dans le cirque est important. Et moi je le vois tout de suite quand il y a des enseignants qui font les échauffements, qui font les exercices avec les élèves. Ils réagissent pas du tout de la même manière. Ils se rendent compte que il y a des choses qui ne sont pas simples à faire, quoi. Mais même sur le théâtre aussi, c'est important parce que
les profs de lettres notamment vont pas étudier un texte de la même manière, vont pas avoir les mêmes contraintes pédagogiques dans le cadre de leur cours en fait, de leur programme. Donc c'est comment est-ce qu'ils sont capables de faire un pas de côté là-dedans, quoi. Et comment l'atelier démarre ensemble, hein. C'est très bien ce que tu dis sur le prof qui est déjà assis à regarder ses élèves en train de faire, du coup lui ne se déplace jamais et tout ça. Après moi, on n'impose pas parce que voilà, c'est quand même très compliqué, de l'image de soi et tout ça. Mais voilà, je dis quand même aux profs qui n'oublient pas, c'est-à-dire ça peut être super violent de dire aux élèves venez aller sur un plateau de théâtre. Il faut juste l'avoir en tête. Il y en a qui surkiffent, mais ça peut être super violent. Donc le prof à un moment, vas-y, juste une fois. Ça permet de ne pas être dans la brutalité en tout cas. Après, pour compléter, nous en cinéma, comment ça se passe par exemple, on a des dispositifs qui sont hyper cadrés, qui existent depuis plus de 20 ans, par exemple collège au cinéma ou ma classe au cinéma en général, et là la formation des enseignants elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait si tu t'inscris dans un cursus, il y a une formation par film, tu as 3 films à voir ou 5 films maximum, et chaque enseignant a une formation par film. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui en cinéma, c'est que la formation n'est plus comprise dans le temps des enseignants, donc c'est sur leur volontariat. Et ça, c'est par exemple un problème, du coup on a moitié moins d'enseignants qui viennent sur les créneaux, mais ça j'espère que ça va se reconfigurer, mais je suis quand même pessimiste. Mais en tout cas, pour dire que normalement dans le process on a ça, et ça évite quand même que tu aies des élèves qui débarquent au cinéma en me disant on sait pas ce qu'on nous envoie. Parce qu'en fait ça arrive tout le temps, et ils sont pas préparés, etc. Donc ça c'est un vrai sujet. Et sinon moi maintenant ce que j'impose sur les cadrages annuels, sur le projet long cours, ce qui là justement n'est pas le cas quand tu fais un projet courte durée, mais quand c'est annuel, c'est que moi pour aussi, mais c'est un peu horrible d'en arriver là, mais moi je préfère passer par ça, c'est qu'en fait j'impose une convention. C'est-à-dire que j'impose une convention de classe avec l'artiste signataire, l'enseignant signataire, la direction de l'établissement signataire. Ça nous engage sur les budgets, ça nous sécurise sur les axes pédagogiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous tomber dessus parce qu'on a passé Tomboy et que c'est un film sur la transidentité et l'homosexualité, on ne va pas nous tomber dessus. Donc en fait ça nous permet de sécuriser les axes de travail et en fait l'enseignant, si un jour il y a un souci ou l'accompagnant s'il y a un souci, on peut dire vous êtes engagé là, c'était précisé, il n'y a aucune surprise. Et moi je trouve que c'est un cadre de travail qui est hyper sécurisant et j'ai l'impression que ça rassure tout le monde et ça impose un cadrage de début d'année. Et j'irais même au fait que tant que la convention n'est pas signée, on ne commence pas le projet. Mais moi je suis assez radicale parce que j'ai déjà eu trop de problèmes. Et voilà. Donc je trouve que le cadre convention, ça me va très bien sur les projets scolaires. Et c'est pareil, ça, je ne sais pas si vous avez des conventions, vous, avec les classes. On a des conventions, alors convention artiste MGI, oui, bien sûr. Avec certains établissements scolaires, mais c'est plutôt sur des aspects financiers, pas sur des règles de fonctionnement. C'est pas vraiment règle, c'est disons que ça permet d'avoir évidemment l'aspect budgétaire, mais aussi de définir le rôle de chacun. Par exemple, moi j'ai un paragraphe où j'ai l'accompagnement de l'artiste, tout ce qui lui incombe à lui, ce qui veut dire que le prof il voit très bien qu'il y a des choses qui ne sont pas de son ressort et qu'il n'a pas forcément à intervenir là-dessus, ça peut le rassurer aussi, et en même temps ça définit nettement qui fait quoi. Et le rôle de la cordo aussi, parce que du coup nous on apparaît quand même dedans en ayant une responsabilité aussi, donc ça permet de nous mettre aussi comme partenaire à part entière du projet. On va se diriger vers la dernière partie de la table ronde. C'est qu'est-ce qui se passe après pour les jeunes et qu'est-ce qu'on observe. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pour les conventions, je sais que j'ai pas répondu à la question, c'est pareil hein, pour nous, on contractualise toujours, que ce soit du point de vue de l'établissement scolaire, de la coordination, l'intervenant, les dates d'intervention, et aussi par sécurité le budget, quoi. Parce que si on se retrouve au milieu, qu'il y a une partie qui ne paye pas, on fait quoi? C'est ça. Donc en fait, pour cette dernière partie, donc valoriser le projet du jeune qui a été fait dans vos structures. Alors je ne sais pas qui veut commencer, est-ce que je commence? Commencez, vous peut parler. Alors pour la valorisation du projet, c'est tout un exercice de modérer et de parler en même temps. Vous en sortez très bien déjà. C'est gentil. Merci de t'être dévoué. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc moi je travaille, la dernière partie c'est valoriser. Donc ce qui est intéressant c'est de valoriser dans une salle de cinéma, dans un auditorium, où on peut convier tout le public, donc les familles, les amis, mais aussi le public là pour montrer le projet.
Alors, ce qui se passe dans les valorisations, là je vais parler vraiment, je vais me centrer sur le jeune, hein, puisqu'on parle d'accompagnement de l'adolescent. Donc, alors, ça va regrouper, peut-être que ça va conclure aussi un petit peu. C'est aussi ce travail qui est fait avec l'enseignant qui demande, ben voilà, dans ma classe, il y a des problèmes de harcèlement. Dans ma classe, ils sont trop dans leur coin, il n'y a personne qui se fédère autour du projet. Donc peut-être qu'on va venir nous voir aussi pour fédérer autour d'un projet de création de visuel, mais pour fédérer aussi les élèves. Et le résultat qu'on voit à la fin de l'année, c'est que il y a des binômes qui se forment, ils arrivent à se fédérer autour d'un projet, ils sont en groupe, ils parlent du projet. Et pour le harcèlement, ça les sensibilise aussi quelque part, sans parler de harcèlement dans une classe où quelqu'un viendrait en disant le harcèlement c'est pas bien, mais peut-être d'une autre manière, en disant ah bah ouais on a filmé ça, et donc ça suscite un petit peu la question, on dit oui ça ne se fait pas. On sensibilise aussi via la création du jeune, et quand ils valorisent, ils présentent leur projet. Donc rien que ça, présenter un projet devant tout un public, on a fait ça ensemble, j'ai tenu la caméra, j'ai écrit le script, j'ai fait l'acteur. Donc ça valorise quelque part, ça met en confiance l'adolescent. Donc voilà, en fait, pour la part, dans une création à contre-champ, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est cela. Alors je ne sais pas si du côté TUMO, du côté de la MGI, vous voyez aussi cette valorisation, comment elle se fait, comment le jeune se sent. Alors nous, la valorisation, du coup, ça c'est un des points que j'avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque fin de projet se termine par une présentation à la MGI dans la salle, et qui prend la forme du parcours, du nombre de où le public peut être convié. Nous, il y a la difficulté, comme c'est du vivant, on ne peut pas faire plusieurs sessions de présentation, puisque c'est pas dans la boîte, ils doivent être juste là en vrai. Donc à la fois c'est plutôt chouette de l'éphémère. Il y a toujours un temps à la fin d'échange avec le public, leurs copains, la classe, l'équipe de la MGI, leurs parents, pour qu'ils essaient de mettre un mot ou deux sur le parcours, de faire un atelier théâtre dans leur établissement scolaire, qu'est-ce que ça leur raconte, qu'est-ce que ça leur a apporté. Après, les profs valorisent quand même beaucoup auprès des collègues, auprès de l'établissement scolaire. Et sur la question du suivi après des adolescents, nous, j'en ai pas en fait, parce que c'est des classes qui viennent tous les ans, les élèves sont pas forcément les mêmes. Alors, je pourrais raconter 2-3 exemples plutôt jolis d'anciens élèves qui passent nous voir, mais c'est très à la marge quand même. Des années après pour nous dire c'est ici que j'ai fait un atelier vidéo, et donc ça nous émeut toujours à chaque fois, mais là pour nous c'est très difficile. Ils sont très nombreux et ils reviennent pas forcément d'une année sur l'autre. Et dans le cadre des activités, des stages, des vacances, à titre individuel, est-ce qu'il y a une bascule? Est-ce qu'il y en a une... Alors, on fait aussi en effet des ateliers pendant les vacances scolaires, mais alors là, le lien entre les ateliers en temps scolaire et ceux qui s'inscrivent individuellement ne se fait pas. Ne se fait pas. C'est-à-dire, voilà, je sais pas, contrairement à vous, là c'est les ados qui viennent et qui s'inscrivent, nous avec les 4000 élèves qui passent par an, on devrait refuser des inscriptions pour nos stages pendant les vacances de la Toussaint et de février. C'est pas le cas, on en annule certains. C'est-à-dire que la bascule ne se fait pas. C'est-à-dire que le fait que ce soit en temps scolaire, de manière obligatoire, moi c'est pour ça que je tiens beaucoup à cet axe-là de la MGI, de cette sensibilisation obligatoire, parce que en effet, ceux qui s'inscrivent pendant les vacances scolaires, sur des projets artistiques, sont issus de milieux ou d'enseignants ou d'artistes, en tout cas pour des familles pour lesquelles une pratique artistique pendant les vacances est possible. Voilà. C'est pas des questions de budget ou de prix, puisqu'on est au quotient familial, donc enfin, c'est voilà, je sais pas comment le qualifier. Moi, est-ce que les élèves qui participent dans le cadre scolaire sont sensibilisés aussi au fait de proposer d'autres choses hors temps scolaire? On leur dit sans cesse. On leur dit sans cesse. On va même dans les classes. Mais leur dire. Non, la bascule ne se fait pas. Non, ne se fait pas. Ça, c'est une vraie question depuis, depuis 35 ans. Pas les parents? Comment? Est-ce que vous ne touchez pas les parents? Puisque c'est avec le scolaire, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas cette bascule. On touche les parents au moment de la présentation finale, quand ils viennent ici pour certaines classes. Donc on leur dit, on leur donne des pliants, on peut même parler à certains parents en particulier, parce qu'on a constaté que cet élève-là a fait un parcours de dingue et que sans doute
il y a, non pas pour en faire un artiste, mais en tout cas qu'il a trouvé ou qu'elle a trouvé un mode d'expression plutôt épanouissant, en tout cas, un terrain. Mais voilà, les parents ne suivent pas après. Et puis, nous, après, on n'a pas, comme c'est dans le cadre scolaire, on n'a pas en effet le lien direct aux parents. Et c'est très compliqué pour les profs de diffuser les informations parce que ce sont des ateliers payants. Et hors du temps scolaire. Bon, voilà. Donc, ouais, non, on ne fait pas, on n'arrive pas. Puis le lieu est peut-être identifié comme une extension de l'école. Donc en fait, C'est possible même pour eux, aussi. pendant les vacances, Ouais, c'est revenir, possible aussi. peut-être, C'est possible aussi. Je pense qu'il y a plein de choses. Ouais. Plein de choses. Du côté de chez Tumo, par exemple, Corentin et Hippolyte, si on a bien compris, c'est plus une formation, donc du coup, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Niveau valorisation, nous, il y a plein de moments où on va valoriser, entre guillemets, parce qu'à chaque fin de lab, chaque fin de période de cours, on va faire une toute petite présentation, en gros, des projets à la classe. Chacun, on va juste présenter les projets individuellement, s'il y a des gens qui veulent dire des trucs, ils peuvent le dire. Et le moment qui va être le plus valorisé, c'est à la fin des Lab 3, donc en gros, ça va être la fin du cursus de la matière en question. Et donc par exemple, nous, les Lab 3 en jeu vidéo, donc on fait un truc, en plus c'est ultra intense, parce que c'est vraiment pendant une semaine, il y a énormément de trucs à faire et tout. Et à la toute fin, vu que c'est pendant les vacances, en gros, il va y avoir 2 matières en même temps qui vont faire de Lab 3. Et à la fin, on fait une grande présentation dans la salle 300 du forum, où il y a le public est convié, le public habituel du forum, les amis, les familles, tout ça, qui peuvent venir, les autres étudiants de Tumo aussi, parce qu'on essaie aussi de valoriser pour que les étudiants qui sont actuellement en auto-formation, qui viennent d'arriver, qui ne savent pas trop ce que ça fait, de regarder ce que vous pouvez faire au bout de 6 mois dans l'établissement, quoi. Donc on a ça. En jeu vidéo, ce que j'ai mis en place, j'ai créé un site pour pouvoir mettre toutes les productions de jeux vidéo. Comme ça, il y a tout qui est dessus, directement jouable sur un navigateur. Comme ça, ça aussi l'intérêt, c'est que les étudiants et étudiantes peuvent le garder et montrer ça à leurs potes en mode regarde ce qu'on a fait. Parce que bon, moi, ce qui m'étonnera toujours, c'est qu'on arrive à avoir des projets en une semaine qui sont quasiment de la qualité d'étudiants en année supérieure, en première voire deuxième année d'études supérieures. Alors que, bon, ça c'est un peu le problème aussi, c'est que c'est l'après de Tumo, on sait pas vraiment ce qu'ils en font de tout ça. Après, moi personnellement, ce que je veux, c'est juste leur montrer comment est-ce qu'on fait pour faire du jeu vidéo, d'avoir un truc un peu fun, un peu cool. Si jamais ils veulent continuer à côté, ils veulent continuer là-dedans, ça peut être cool pour eux. Mais je vais pas les pousser à faire des études là-dedans, mon but c'est pas d'en faire des travailleurs de demain, quoi. Parce que surtout c'est que le jeu vidéo, il y a littéralement pas d'école publique. Il y en a une seule qui s'appelle l'Engmin et qui prend qu'au stade de master, faut déjà avoir une licence pour pouvoir y accéder. Et il y a 4000 personnes qui s'inscrivent à l'année pour 40 places, donc c'est un peu compliqué. Et ça, tu leur dis par exemple? Ouais, ça je leur dis. Parce que j'ai pas mal d'étudiants qui viennent me voir en mode qu'est-ce que tu me conseilles comme école supérieure. Le problème c'est que toutes les écoles, c'est des écoles privées, ça coûte facilement 10 000 balles l'année. Donc c'est un peu le problème de Tumo, venez, vous avez littéralement, tout est gratuit, donc on a des gens de plein de milieux sociaux différents. Sauf qu'après c'est en mode genre bon bah écoutez, vous avez tout ça, si jamais vous voulez faire une école après, par contre toi ça va être compliqué parce que tu viens pas du bon milieu social, quoi. Donc c'est un peu ça qui est difficile, c'est un peu le truc horrible. Après moi ce que je conseille à mes étudiants justement, c'est maintenant que vous savez faire un peu le jeu vidéo, vous savez comment ça marche, faut éviter de faire des écoles privées de jeux vidéo. Les écoles privées de jeux vidéo, en vrai il y a un truc qui est bien, c'est que tu fais moi ce que j'ai fait, c'est tu vois un peu tout ce qu'il y a dans le jeu vidéo. Donc l'intérêt c'est que si jamais tu veux travailler là-dedans et que tu sais pas ce que tu vas faire dedans plus tard, au moins tu vois un peu tout. Mais si tu sais déjà, si tu as déjà une première approche, et c'est ça qui est cool avec Tumo, c'est qu'ils ont déjà la première approche, ils peuvent déjà avoir une idée de qu'est-ce que ça implique comme milieu, qu'est-ce qu'il y a comme différents métiers à l'intérieur. Et si jamais tu as une idée de ce que tu veux faire, si tu veux être purement graphiste dans le jeu vidéo, bah fais des études d'art et ça suffit largement. Tu veux être programmeur dans le jeu vidéo, fais un G info. Tu peux trouver des trucs publics, quoi. Tu n'es pas obligé d'aller dans les trucs privés et tu seras peut-être plus généraliste et après tu te ressentes sur ce que tu veux faire plus tard. Mais les écoles privées, c'est à éviter, quoi. Parce que entre les trucs qui sont purement des arnaques, parce qu'il y en a, c'est vraiment tu payes juste pour avoir ta licence à la fin, quoi.
Et deux trucs où c'est cher pour pas grand chose. Les meilleures écoles qu'il y a dans le jeu vidéo, je trouve ça cher pour ce que c'est, quoi. Genre en vrai il y a quand même un début, mais quand je vois ce que j'arrive à faire avec des gamins, des gamines qui ont entre 12 et 18 ans, ce qu'on arrive à faire en termes de projet gratuitement et en une semaine, comparé à 30 000 balles pour faire ta licence. Et en termes d'insertion professionnelle, vous faites pas des rencontres avec des boîtes de jeux vidéo, qui pourraient justement voir des talents qui sont... Pour l'instant, non. Il y a un truc de mentorat qui est en train de se créer au forum pour que... moi je suis un peu réticent à ce genre de choses, mais pour qu'il y ait des mentors qui puissent suivre des étudiants. Il peut y avoir des bons côtés, des mauvais côtés, je suis un peu réticent à ce genre de choses personnellement, mais c'est le seul truc qu'il y a. Sinon, non, on fait pas de rencontres avec des... Après, pour le jeu vidéo, il n'y a pas eu, je sais plus s'il y a eu ou pas, il y a un truc qu'on appelle des rencontres inspirantes, où en gros, c'est des professionnels qui viennent juste pour une demi-journée, peut-être 3 heures, un peu du genre, pour expliquer leur travail aux étudiants de Tumo. Donc c'est les étudiants qui s'inscrivent pour pouvoir y accéder. Et donc c'est une personne vraiment du milieu et qui est que dans ce milieu-là, qui vient leur présenter leur travail. Et aussi l'intérêt, c'est que les étudiants peuvent montrer leur propre portfolio, et comme ça ils peuvent avoir des conseils sur comment est-ce que tu dois créer ton portfolio, comment est-ce que tu vas faire des trucs, et comment postuler aussi, quand il y a des motivations et tout, quoi. On a ça, et après il y a tout un autre pan, il y a une conférence après, on aura quelqu'un d'autre de Tumo pour présenter ça, où il y a un truc d'orientation. Les collègues, ça en a parlé tout à l'heure aussi. Et donc l'intérêt aussi, c'est on a ça aussi qui permet de préparer l'avenir pour les étudiants, quoi. Oui, c'est parce que c'est ça ma question. Je veux savoir s'il y avait quand même un petit accompagnement. C'est ça, parce qu'à défaut de le revoir ou de leur proposer une suite, on s'attache vraiment à préparer au mieux ce terrain-là. Et donc du coup, par exemple, une petite précision sur tout ça, c'est que des fois, comme c'est au Forum des Heures, il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de rencontres professionnelles qui ne dépendent pas de Tumo mais du forum. Dans ce cas-là, on n'hésite pas aux étudiants de dire regardez, il y a un tel artiste, il y a tel réalisateur qui est là, essayez de négocier un peu, enfin de vous intéresser. Donc ça, c'est plutôt la force de l'environnement. En ce qui concerne réellement le côté suivi pour leur côté professionnel, effectivement, on a en place la DVP. Donc, si je me souviens, c'est activation de développement occasionnel et personnel. Très long mot, juste pour dire que en fait, c'est juste des rendez-vous personnels et plus on parle avec l'étudiant ou l'élève, entre guillemets, et on essaie par ses propres mots de l'orienter lui-même ou elle-même vers ce qui lui semble plus en adéquation avec ses valeurs, ses centres d'intérêt. C'est-à-dire on peut couvrir que ça, on est sur 3-4 séances. Ensuite, comme on est tous, comme j'ai expliqué précédemment, on est 11 animateurs de 11 milieux professionnels différents, plus les formateurs, donc on connaît quasiment un peu notre milieu d'origine, donc on peut toujours essayer de dire je connais telle école, je connais telle occasion, il y a un tournage, on essaie de donner des petits conseils, des petites astuces pour nos étudiants, mais après c'est, comme dit Corentin, on n'est pas là pour faire des travers de demain, mais par contre on est là pour les aiguiller tout simplement. Donc moi je sais que je donne un conseil, mais après c'est à l'élève de le prendre ou de ne pas le prendre. Voilà, tout simplement. On leur fait quand même confiance au final pour la suite. Des questions pour les 5 dernières minutes peut-être. Sinon je crois que le café est ouvert en bas. En tout cas, merci beaucoup. Merci.